Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à merveille aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui va couvrir la différence entre la capacité d'épargne d'un côté et la capacité d'endettement. Parfois on peut confondre les deux, donc j'ai pensé qu'il serait opportun de voir quelles sont les différences et quelle est l'utilité de chacune. Donc on se retrouve tout de suite pour la différence entre capacité d'épargne et capacité d'endettement. Bonjour les amis, aujourd'hui le sujet de cet épisode c'est la différence entre la capacité d'épargne et la capacité d'endettement. Alors avant de commencer, petit rappel, je m'appelle Mathieu, je fais du conseil en création et gestion de patrimoine et ma mission au travers de cette chaîne c'est de partager avec vous les outils et les techniques que j'utilise avec mes clients afin de développer leur indépendance financière. Pourquoi je fais ça? Parce que je me suis rendu compte autour de moi que très peu de gens étaient équipés des connaissances et des outils nécessaires qui pourraient leur permettre de faire les bons choix quand il s'agit de placer leur argent et de le faire fructifier. Et donc, je me suis fait d'une mission de partager ces connaissances avec un maximum de monde. Alors, j'ignore comment vous avez trouvé cette vidéo, mais sachez que je ne me développe que par bouche à oreille. Donc, si ce contenu vous plaît et vous pensez que ça peut aider des gens, eh bien, n'hésitez pas à le partager. Il y a le petit bouton là en dessous. Quel que soit le support sur lequel vous voyez cette vidéo, eh bien voilà, partagez-le, prêchez la bonne parole. Plus de gens auront accès à ce savoir et plus de gens seront équipés pour faire les bons choix et développer leur indépendance financière. Donc allons-y tous ensemble. Alors aujourd'hui, comme je le disais, différence entre capacité d'épargne et capacité d'endettement. Dans une vidéo précédente, on a parlé du budget. Je vais essayer de la mettre ici. On verra si j'y arrive. Donc, la capacité d'épargne, bêtement, comment ça fonctionne? Eh bien, on fait son budget. On va prendre un exemple chiffré, ce sera plus facile pour comprendre. Admettons, vous gagnez 2000 euros par mois, vous avez 600 euros de loyer. Ensuite viennent les assurances, l'électricité, vos abonnements, etc. Ensuite, il y a également vos dépenses pour remplir votre frigo. Il y a aussi vos dépenses pour les vêtements, pour vos sorties, vos loisirs, etc. Eh bien, en établissant votre budget, eh bien, vous pouvez, en le faisant sérieusement et correctement, arriver à définir combien vous reste-t-il chaque mois. Et ça, c'est votre capacité d'épargne. Donc, admettons, on reprend l'exemple, vous gagnez 2000 euros et vous arrivez à la fin du mois, en fait, il vous reste 200 euros. Alors comment ça se passe? Eh bien, on n'attend pas la fin du mois pour les mettre de côté, comme on a vu ça dans une vidéo précédente, on se paye en premier. Ça veut dire que dès que le salaire tombe, ou votre rémunération, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On met cet argent de côté parce qu'on a établi son budget et on sait qu'on peut épargner ce montant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de ce montant? Où est-ce qu'on va le placer? On verra ça dans d'autres vidéos. Mais l'important, c'est vraiment de savoir quelle est notre capacité d'épargne, quel est le montant qu'on peut mettre de côté chaque mois pour aller alimenter ces projets. De l'autre côté, on a la capacité d'endettement. Alors en France, c'est assez réglementé. Une banque n'est pas autorisée à vous prêter plus que 35% de votre capacité totale d'endettement. C'est-à-dire que si vous gagnez 100 euros, eh bien, le total des remboursements de vos prêts, de tous vos prêts, ne peut pas excéder 35 euros, tout simplement. Alors, les banques peuvent déroger à cette règle dans 20% des cas, c'est-à-dire qu'elles peuvent aller au-delà de 35% de capacité d'endettement. Mais ces mesures ont été mises en place en fait pour lutter contre le surendettement. Alors comment ça se passe? On va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Vous gagnez 2000 euros, ça voudrait dire que capacité d'endettement maximum de 35%, vous pourriez emprunter à hauteur de 700 euros par mois, c'est-à-dire que les remboursements que vous faites de 700 euros viendraient rembourser le prêt que vous avez contracté auprès de la banque. Alors bien sûr, le montant que vous auriez emprunté dépend des taux qui en ce moment sont plus à la hausse qu'à la baisse, mais cette crise va passer
et les taux vont à un moment bien sûr redescendre. Là n'est pas la question. L'idée, c'est de comprendre que cette capacité d'endettement, eh bien, elle est limitée. Donc, ça concerne l'ensemble des emprunts que vous avez. Donc, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, si on s'endette, eh bien, on s'endette pour acquérir de l'actif, pour faire travailler cet argent pour soi. Si on s'endette pour acquérir du passif, eh bien là, c'est de la mauvaise dette. Pourquoi? Eh bien, parce que on va faire appel à l'argent du banquier, on va lui payer des intérêts sur cet argent pour acheter du passif, c'est-à-dire quelque chose qui ne nous rapporte pas d'argent. Dans ce cas-là, c'est de la mauvaise dette, c'est pas du tout utile, au contraire, c'est contre-productif. Par contre, avoir recours à l'endettement afin d'alimenter ses projets et de faire travailler l'argent de la banque pour soi, ça c'est un levier d'enrichissement qui est vraiment magique. Alors on verra l'effet de levier de crédit dans une prochaine vidéo. Vous verrez, il y a 3 volets, 3 effets qui se coulent, encore plus que 2. Et voilà, l'idée c'est vraiment, au travers de cette capacité d'endettement, d'avoir ce levier d'enrichissement parce qu'on fait travailler l'argent de la banque pour soi et on paye juste à la banque des intérêts pour cela. Alors, moi le premier, je me suis toujours dit, mais non, je ne veux pas m'endetter, je ne veux pas avoir d'argent à rendre à la banque ou quoi que ce soit. Et bien, quand j'ai commencé cette aventure, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais tort et que l'endettement, quand il est maîtrisé, quand il y a une stratégie et quand c'est pour acquérir de l'actif, c'est-à-dire pour faire travailler l'argent de la banque pour soi, eh bien, c'est un levier d'enrichissement qui est magique. Donc, bien sûr, il faut le maîtriser. Alors, comment ça se passe? Le banquier, eh bien, vous n'allez pas arriver en disant, voilà, je gagne 2000 euros net, monsieur le banquier, donnez-moi un prêt dont le remboursement va jusqu'à 700 euros par mois. C'est pas exactement comme ça, il y a quelques finesses et quelques spécificités, c'est-à-dire que le banquier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déjà regarder, c'est votre banquier, il a vos relevés de compte, donc il va regarder un peu votre train de vie, il va regarder est-ce que vous êtes dans le rouge tous les mois ou est-ce qu'il vous reste de l'argent à la fin du mois, il va regarder vos habitudes, en fonction de ça, il va placer ses curseurs. Ensuite, il va également, eh bien, de la même façon que vous établissez votre budget, il va établir vos charges fixes, loyer, les charges d'électricité, d'assurance, etc. Tout ce qui sort de façon fixe chaque mois. Et si vous n'êtes pas locataire ou propriétaire, mais que vous êtes logé à titre gratuit, il va même prendre en compte un loyer fictif parce qu'il se dit que le jour où vous ne serez plus logé à titre gratuit, eh bien vous devrez payer un loyer. Et donc dans son calcul, il va quand même prendre un loyer fictif pour prendre cette donnée en compte. Il va additionner tout ça et ensuite ce qu'il va regarder également, c'est le reste à vivre. Alors le reste à vivre, admettons, donc on reprend l'exemple, vous gagnez 2000 euros par mois, vous empruntez pour des remboursements à hauteur de 700 euros par mois, c'est pour votre résidence principale, donc vous n'avez pas de loyer en plus. Eh bien, le banquier va 2000 moins 700, reste 1300, il va prendre en considération que le reste à vivre est de 1300. Et donc, selon les banques, ce reste à vivre par personne doit être d'un certain montant. Donc, certaines banques ne vont pas vous accorder un prêt à hauteur de 35% de votre capacité d'endettement parce que le reste à vivre ne sera pas assez élevé. Alors, ces 35%, ça se mange aussi un peu la queue parce que on va prendre un autre exemple. Vous gagnez 4000 euros par mois net. Eh bien, votre capacité d'endettement, là, ce serait des remboursements de 1400 euros chaque mois. Mais le reste à vivre, là, c'est pas 1300 euros. 4000 moins 1400 reste 2600. 2600 de reste à vivre, c'est vraiment énorme. Donc, on pourrait se dire, ah, là, on pourrait peut-être emprunter un peu plus, avoir un peu plus de mensualité. Et c'est dans ces cas-là qu'on peut peut-être aller chercher un peu plus d'endettement. Et c'est peut-être dans ce cas-là aussi que le banquier a cette marge de manœuvre de 20% dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette mécanique, c'est vraiment important parce que bêtement, comme je le disais, avoir recours à l'endettement
pour acquérir de l'actif, hein, pas pour acquérir une télé, une voiture ou un téléphone. Ça, c'est la dernière des bonnes idées. Mais si vous faites travailler l'argent de la banque pour vous, eh bien vous pouvez faire travailler votre argent à vous, votre capacité d'épargne, votre stock aussi, c'est-à-dire que votre épargne existante, ce que vous avez déjà, vous pouvez le faire travailler, l'optimiser, et en même temps, vous faites travailler l'argent de la banque pour vous. Donc ça, c'est vraiment une mécanique très intéressante. Alors, bien sûr, on peut se dire, mais capacité d'endettement, capacité d'épargne, est-ce que c'est les mêmes montants? Eh bien, comme je le disais, c'est pas si simple que ça, parce que, admettons, on reprend l'exemple de 1000 euros et vous arrivez à mettre de côté 200 euros chaque mois. Eh bien, suivant votre train de vie, vos charges, vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants, etc. Eh bien, comme je le disais, le banquier va peut-être pas aller jusqu'à 35%, mais va s'arrêter à 30 ou 25% afin de vous garder un reste à vivre. Et donc, c'est là où on se rend compte que eh bien, la capacité d'épargne, la plupart du temps, est peut-être un peu inférieure à la capacité d'endettement total. Des fois, elle peut être supérieure. Et si vous voulez, tout ça, ça dépend vraiment de vous, vos objectifs et quels efforts vous voulez faire pour alimenter vos objectifs. Parce que j'ai pour habitude de dire, dans la vie, on a plusieurs saisons. Vous pouvez peut-être être dans une saison où vous vous dites, bon, maintenant je vis comme un ermite, je mets tout ce que je peux de côté, je sors peu, quand je sors, je dépense peu. Je vais me trouver une colocation, je réduis mes dépenses. Et pour mettre un maximum de côté et alimenter vos projets, vous pouvez être dans une saison comme ça dans votre vie, ou vous pouvez être dans une saison où vous avez envie de profiter et d'un peu moins compter parce que vous étiez dans une autre saison avant dans votre vie. Donc ça, c'est important à prendre en considération pour toujours voir à peu près où vous êtes par rapport à cette capacité d'épargne, cette capacité d'endettement. Et bien sûr, ce qu'il faut prendre en considération quand on veut investir, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que je peux avoir recours à l'endettement? Parce qu'on peut faire travailler l'argent de la banque pour soi. Si c'est le cas, eh bien, on a recours à l'endettement. On peut voir s'il reste une capacité d'épargne qu'on va faire travailler également. Donc là, on agit avec deux leviers. Et si on ne peut pas avoir recours à l'endettement, eh bien, on va travailler avec ce qu'on a déjà, son épargne existante ou son patrimoine existant, et l'épargne qu'on peut injecter dans nos projets chaque mois. Donc, c'est important de faire cette différence entre la capacité d'épargne et la capacité d'endettement parce qu'on va parler de l'effet de levier crédit et de la magie avec laquelle ce levier est un levier d'enrichissement. Et donc, il est important de quand même comprendre la différence entre ces deux choses. N'oubliez pas, votre banquier, c'est votre meilleur ami. Donc, chérissez-le, choyez-le. Parce que c'est lui qui peut vous ouvrir les portes du coffre et faire travailler l'argent de la banque pour vous. Donc, n'oubliez pas, le banquier, c'est votre meilleur ami. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se retrouver très vite pour un nouvel épisode. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.